Ce que je vais essayer de montrer, c'est comment la science politique s'invite dans ce débat sur la nomination des lieux. Et d'une certaine façon, c'est comment remettre l'État et la politique dans ce sujet qui peut paraître a priori relever de la géographie strictement. L'État dans son acception classique, à mon avis, au sens weberien du terme, c'est-à-dire comme le détenteur du monopole de la violence légitime, mais à considérer dans les pays africains comme étant dans une dynamique d'étatisation. Comment il acquiert progressivement ce monopole. Et la politique comme espace de lutte entre acteurs pour l'imposition de normes à prétention dominatrice. Et là, nous rentrons dans la construction du champ politique, fondamentalement en ce qui concerne la nomination des lieux en Afrique. Il faut dire que l'État se présente comme un acteur central dans le processus de domination des lieux, en agissant ou en s'abstenant d'agir. En fait, l'État se présente aussi comme un espace de lutte. Son travail d'imposition, en l'occurrence ici celui de nommer les lieux, est le fruit d'un rapport de force qui profite aux détenteurs du pouvoir issu des compétitions politiques, quelles que soient par ailleurs les formes qu'elles peuvent prendre dans les arènes politiques. Il reflète une préférence, un choix de ceux qui dirigent, leur vision du monde. Le travail étatique de nomination se superpose à un ensemble de noms préexistants ou qui se créent concurremment à l'action de l'État. La logique de la nomination de noms se confronte à d'autres logiques qui peuvent être spontanées, se présentant comme des entités nosologiques populaires dans lesquelles les populations se reconnaissent plus aisément. Deux directions me semblent intéressantes. D'une part, l'idée qu'il y a une dynamique d'emprise de l'État sur le territoire. Cela nous amène à ces questions de tentation hégémonique évoquées par Bayard dans l'État en Afrique, et aussi aux luttes d'appropriation symbolique qui se livrent entre l'État et les usagers des espaces. De même que la mise en place des entités administratives qui se déploient sur le territoire. Si je demande à Lawali d'où il est au Niger, il va me dire qu'il est de Tillabéri. En fait, il est de Filengue, mais Filengue, qui est si loin de Tillabéri, est introduit dans une entité régionale plus globale qui s'appelle Tillabéri, mais que l'État a construit, qui dépend d'une logique d'occupation de l'espace par l'État. Et ce sont des identités nouvelles, au fond, qu'il faut clairement mettre en lien avec le développement étatique dans son emprise sur le territoire. Quel sens et quelle logique faut-il donner à ces processus de nomination? 1. L'État marque son territoire en nommant les lieux. Ensuite, il y a le langage des lieux. Ici, le langage peut s'identifier à une forme d'écriture. Il y a aussi les noms numériques. Il y a toute une dynamique de nomination qui ne renvoie pas à des mémoires, mais qui sont neutres, qui se réduisent à des chiffres et qui ne font pas sens. Au fond, nous sommes là bien au cœur des questions liées aux politiques publiques de nomination. Et nous débouchons sur ce que Pourtier nommait la raison territoriale de l'État. La prétention hégémonique de l'État se heurte le plus souvent à des logiques de concurrence qui peuvent avoir une dimension symbolique très forte. Comme dirait l'autre, l'État a sa façon de nommer, mais les populations aussi ont leur façon de nommer. Les toponymes, au fond, peuvent être analysés comme l'expression d'une délimitation politique, et cette délimitation peut être ou raisonnée ou arbitraire. Elle existe, elle détermine le contour de l'État. Les toponymes qu'ils utilisent, sont-ils acceptés? Sont-ils légitimés? Sont-ils concurrencés? Finalement, nous débouchons sur la prétention de l'État
à façonner une société nouvelle, à lui donner l'identité qu'il a choisie. Et au fond, d'une certaine façon, nous sommes au cœur de la science politique, qui trouve dans ce sujet un objet tout à fait légitime. Cette problématique de la greffe de l'État, de l'hybridation du politique, de ce que j'ai parfois essayé de conceptualiser en termes d'État rhizome. Et je voudrais peut-être partir de la dernière formulation que je fais de cette préoccupation, à savoir partir de la notion de grande distorsion. Naturellement, les sociétés africaines contemporaines sont habitées par des dynamiques, des représentations, un imaginaire, des rapports sociaux qui s'inscrivent dans la longue durée et parfois dans la très longue durée. Et on voit bien aussi comment la greffe de l'État, dans le cadre pour l'essentiel de l'épisode traumatique de l'occupation coloniale, a introduit cette fameuse grande distorsion par rapport à cet ordre ou à ce désordre, peu importe, des sociétés anciennes, par rapport à des pratiques notamment de mobilité, par rapport à des pratiques de relativisme identitaire qui s'expriment par exemple par le pluralisme religieux dans les sociétés anciennes, c'est cet ordre aussi qui est très largement dominé par l'instance du lignage, quelle que soit la façon dont on peut le conceptualiser. Et bien sûr, l'État colonial, qui est à la fois un État bureaucratique, rationnel, légal au sens de Max Weber, y compris dans son hubris et dans son déchaînement de violence, et un État capitaliste, et je crois qu'il faut vraiment garder à l'esprit ces deux aspects des choses, va distordre les sociétés africaines en installant une nouvelle épistémée, celle de l'écrit bureaucratique. Bon, j'entends bien que nombre de sociétés africaines pratiquaient l'écriture, notamment à travers l'islam, mais l'écriture bureaucratique, comme nous le savons tous, c'est pas exactement la même chose que d'autres types d'écriture. Le chiffre, le nombre, et comment cette mise en chiffres et en nombre des sociétés africaines a été et demeure l'une des expressions de la domination au sens weberien du terme. Également la fixation de ce que le colonisateur nommait et de ce que les autorités coloniales persistent à nommer les populations, par le biais de la villagisation, par le biais de tout un processus de territorialisation, et on pourrait bien entendu prendre le terme au sens de Gilles Deleuze, donc une territorialisation qui va bien au-delà de la simple spatialisation. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est comment cette grande distorsion est vécue par, si je puis m'exprimer à leur place, par les Africains eux-mêmes, par les sociétés africaines eux-mêmes, dans leur fort intérieur. Bien entendu, il y a un formidable travail d'appropriation de cet État que certains ont qualifié d'importé, et appropriation veut dire chez Marx création. Donc appropriation de cet État, appropriation de ce savoir, appropriation de sa culture matérielle, etc. etc. Les Africains ne sont pas moins africains parce qu'ils sont démocrates quand ils le sont, ils ne sont pas moins africains quand ils sont chrétiens, ils ne sont pas moins africains quand ils écrivent en français ou en anglais, etc. etc. Bon. Donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est de façon non normative, de façon non idéologique, ce que j'ai longtemps qualifié de greffe ou d'hybridation, et ce que je propose maintenant de penser en termes de distorsion. On voit par exemple comment la mise en chiffres des sociétés africaines, ou la mise en nombre des sociétés africaines, passe très largement par la toponymie, les boîtes postales, le numérotage des quartiers, etc. etc. On voit également comment la territorialisation capitaliste en même temps qu'étatique, avec tout ce que cela suppose en termes d'extraction de l'impôt, en termes de paiement des redevances à des sociétés de services du type électricité, etc. Ce que cela suppose également en termes d'appropriation privée de la terre, par le biais de sa titrisation, comment tout cela est porté en quelque sorte par la néo-toponymie et par le naming de lieux.
c'est bien au-delà l'inscription des sociétés africaines dans cet ordre rationnel légal de l'État bureaucratique d'une part et d'autre part de l'économie capitaliste. Et de ce point de vue, bien entendu, l'adressage est un élément absolument décisif. Le naming, la toponymie, est également un facteur de la bureaucratisation des sociétés africaines. Je m'inscris complètement en faux contre l'idée courante selon laquelle les Africains seraient complètement étrangers à la rationalité bureaucratique. Vous prenez n'importe quelle tontine Banu-Diké, vous prenez n'importe quel camp de creuseurs de diamants, il y a un règlement intérieur, un bureau, un président, des titres ronflants, ambassadeurs, ministres, etc. Il y a une appropriation massive de l'ordre bureaucratique dans l'imaginaire et dans les pratiques sociales, y compris les pratiques populaires. Bien entendu, tout ce travail de toponymie de la part des pouvoirs publics, mais également le naming par les entreprises privées. Et je vous rappelle que les entreprises privées chez Max Weber sont des institutions bureaucratiques. Et également le naming par ces projectorats dont nous parlait Nicolas de l'autre jour. La Banque mondiale et certaines institutions ont incité nos villes, notamment nos capitales, à élaborer un système d'adressage. Et Niamey en 2004. Et pour réaliser ces adressages, l'approche qui a été choisie est l'approche techniciste. Et on constate que, malheureusement, nous avons toujours nos problèmes urbains. Nous sommes dans un urbanisme de rattrapage. Je voudrais aller chez Abdou Ali. Abdou Ali, son adresse est 357 rue du Tchad. Et en dessus, c'est écrit GM 39. GM 39, ça veut dire Grand Marché, 39e rue. Le GM, Grand Marché. D'où vient Grand Marché? Grand Marché, c'est un marché, un équipement marchand. Et on a regroupé des quartiers à qui on a attribué le nom du marché. Et quand je demande à ceux qui habitent dans ces quartiers, tu es au Grand Marché, ils disent non, moi j'habite au quartier La Brousse. Il y a un enjeu. Et cet enjeu, c'est que l'adressage officiel ne joue pratiquement pas un rôle. C'est un document élaboré, je peux dire, pour une minorité de gens qui sont des praticiens de la ville ou des chercheurs. L'autre aspect, c'est que les numéros attribués ne servent pas à grand-chose dans une ville où la majorité des gens sont analphabètes. L'adressage permet de réhabiliter un certain nombre de quartiers où la croissance urbaine se fait de manière effrénée et elle ne s'illustre pas surtout par la qualité. Et du coup, n'est-ce pas, de nombreux quartiers sont d'habitat précaire, de conditions très déplorables. Et donc, l'adressage, s'il est bien pensé, permet de ramener les populations de ces quartiers, considérés souvent comme marginalisés. Ça les ramène à la ville. Ça leur permet de s'intégrer à la ville. Bien évidemment, ça ne règle pas le problème de l'enclavement, ça ne règle pas le problème de déficit en équipement, mais au moins, ils sentent par l'adressage qu'ils appartiennent à une entité qui est la ville. Parallèlement, on assiste à une percée, n'est-ce pas, progressive de l'adressage populaire. On
Donc c'est une exposition de photos. On a exposé une centaine de photos. Donc je montre ici les villes qui ont pour lesquelles on a des noms de rues dans l'expo, avec le tout petit Israël qui a dû être agrandi 50 fois pour figurer sur la même carte que cette carte d'Afrique. Alors on n'a pas grand-chose d'Afrique de l'Est, on n'a pas grand-chose d'Afrique du Nord, mais on a quand même, ce que j'aime bien dans cette carte montre on est assez représentatif de différentes traditions coloniales et de différentes expériences de décolonisation. La toponymie coloniale française n'était pas tout à fait la britannique dans le choix des toponymes locaux qui pouvaient rester ou non. On a le Mozambique et l'Angola aussi qui, après des guerres de libération, n'ont pas eu tout à fait les mêmes exigences néotoponymiques que ceux qui sont passés par des transitions négociées. Et puis bon, on a aussi l'expérience marocaine qui est intéressante pour on va dire, un certain laisser-aller qu'on va voir arriver, mais qui est porteur, je pense, d'un dépassement des grosses paniques quand on parle de toponymie. Des fois, ça peut se faire très simplement et très gentiment. Sur nos 100 photos, il y a 2 tiers qui venaient d'universitaires et 1 tiers qui venait le dernier tiers est intéressant parce qu'il était très mélangé aussi. On avait des architectes, des urbanistes, des gens de la société civile, des militants politiques et des photographes pros. Alors les photographes pros, pour eux, c'était pas le plus simple de bosser avec nous parce que quand vous dites un photographe pro, vous lancez un appel à contribution, vous dites universitaire, venez, photographe, venez. Eh ben, les noms de rue, ils ne trouvent pas ça véritablement sexy, quoi. Il y a mieux comme thème d'expo photo que les noms de rue. Et donc on s'est retrouvé à travailler, pas sur les noms, mais sur la signalisation, même c'est ça qui est visible. Et la signalisation, elle donne des renseignements qui vont bien au-delà des répertoires ou des listes de noms. Félix Eboué, qui est le nom d'un ancien gouverneur général de l'AEF, dont les cendres sont au Panthéon, enfin un nom très impressionnant. Quand on le voit peint sur de l'atoll ondulé, c'est pas tout à fait la même chose que de voir son nom dans un répertoire. Et quand on voit 45 Félix Eboué, ça veut dire aussi que les gens vont peindre le nom sur leur maison. Peut-être que le numéro 48 ou 72 va peindre aussi rue Félix Eboué. Ça veut aussi dire que la signalisation elle-même n'existe pas, ou pas suffisamment, ou que là, en l'occurrence, on a préféré peindre le nom et le numéro. Ça, c'est une illustration du contexte sud-africain. En Israël, on parle d'un climat toponymique tropical, parce qu'il y a souvent des orages, et ça, c'est un des orages. La seule rue qui était baptisée d'un nom africain à côté de Brazzaville Street, c'était la rue de Tamatave, ou Timisoara, en Madagascar, qui a été débaptisé. Alors c'était gentil, c'était pareil, c'était les bonnes relations israélo-africaines des années 60, et dans les années 2000, ça a été débaptisé. Le nouveau nom donné a été celui d'un extrémiste, un gars d'extrême droite juif israélien qui voulait mettre tous les Palestiniens dehors, et on se retrouve sur la photo de droite avec un des membres du conseil municipal, démissionnaire, et dit non, ben moi je refuse, non à la rue du transfert. Donc, et on a ce type d'affrontement à chaque fois qu'il y a des nominations. Ça, c'est le contexte israélien. Notre premier panel vraiment thématique, c'est sur les idéologies postcoloniales ou les imaginaires postcoloniaux. Quand on a parlé d'héritage, à l'indépendance, on a changé, on a enlevé... je ne sais pas moi, Roum, ex-gouverneur général de l'AOF pour mettre Senghor. Bon, enfin non, Senghor on l'a mis un petit peu plus tard, mais enfin on va enlever un nom d'un gouverneur pour mettre Lumumba, c'est une chose. Mais ce qui reste, au-delà du nom lui-même, dans l'héritage, il y a l'idée que les noms sont commémoratifs, et l'idée que la toponymie et la signalisation, on va le voir, peuvent être instrumentalisées. Et ça, quel que soit le nom, c'est un héritage qui est passé et qui était totalement étranger aux sociétés qui résidaient avant la mise en place de ces villes coloniales. Là, je pense que l'héritage colonial le plus profond, c'est celui-ci. Rue de Tann à Dakar, Tann c'était le nom des villages lébous, enfin des villages des habitants de Dakar avant la fondation officielle de la ville. C'est le dernier toponyme qui reste, qui fait référence à la toponymie lébou, mais surtout cette toponymie-là, elle n'était pas fondée sur des rues, elle était fondée sur des villages, et la seule trace qu'on en a, c'est celle-là, ce rue de Tann, à partir du moment où le village en question peut être détruit.
à Maputo, dans le quartier Somerchil, qui est un quartier chic. Ça nous montre qu'il y a un effort, c'est une bande dessinée, mais qui montre qu'il faut véritablement faire un effort pour enlever un nom. C'est pas simplement un coup de plume sur une liste, il faut noircir, il faut gratter, il faut enlever une plaque, il faut en amener une autre, et donner le nom d'un militant de la guerre de libération, qui était aussi un militant des cultures locales et des langues nationales. Elle est doublement illustrative, cette série. Nachlat Benyamin en Israël, ça montre à nouveau ces enjeux liés aux langues. Jusqu'aux années 20, les résidents du Tel Aviv des débuts se réunissaient en assemblée pour choisir les noms des rues. Ils allaient voir le conseil municipal, ils disaient tu valides, tu te tais, tu valides. Quand les Anglais sont arrivés, ils ont voulu imposer une nouvelle politique en disant bon, vous passez par nous, on vous laissera faire ce que vous voulez probablement, mais publiez en 3 langues, hébreu, arabe, anglais. Donc celui qui n'était pas encore le premier maire de Tel Aviv a dit ok les gars, on va faire comme à Jérusalem, on a des très belles plaques en céramique, on va commander les mêmes pour nos nouvelles avenues. Ils ont commandé les mêmes, la plaque qu'on voit en haut. Et le gouverneur anglais a dit ben non, parce que du Caire au Cap, nous c'est du blanc sur fond bleu, ça doit être du fer, c'est pas de la céramique, donc tu arrêtes ton truc. Ça a été arrêté, il y a des nouvelles plaques qui sont venues. Donc on a normalisé, ça transparaît pas, surmonte pas la signalisation, cette intervention coloniale sur le nom des rues. Et au passage, qu'est-ce qui a sauté? On voit sur la plaque du bleu, la langue arabe, qui a été remise sur ordre de la Cour suprême au tout début des années 2000 simplement. Et ce qui pose à nouveau des problèmes, on va le voir. Dans les langues du pouvoir, bon, Paratroopers Road, c'est la rue principale de Jérusalem qui sépare la partie conquise en 1967, la partie juive d'autrefois. C'est un nom qui dit bien ce qu'il veut dire, mais on voit aussi la hiérarchie formelle des langues sur le panneau. L'arabe étant tout petit, et l'anglais étant, l'hébreu étant énorme, l'arabe est tout petit, on voit qui a gagné, on voit qui a perdu. Là, il peint un mot qui s'appelle Shara, qui veut dire rue en arabe. Il le peint en arabe et avec sa transcription phonétique en hébreu. Il y a eu d'autres noms comme ça. C'était un dictionnaire. Ça s'appelait comme ça, leur projet, un dictionnaire arabe dans les rues, un dictionnaire de l'espoir dans les rues d'Israël. Ça a été fait où? Ça a été fait dans des quartiers qui étaient acquis à cette cause, donc qui ont contribué à leur territorialisation affective, sentimentale. Et ces mots-là, ils venaient sous des plaques de rue. Toujours. Donc ils servaient de support, qui servait d'indication. Là, il se passe quelque chose. On se retrouve avec des situations largement décrispées, on va dire, en termes linguistiques, je trouve, de paysage linguistique, donc de présence des langues dans le paysage urbain et autour de la toponymie. Ça, c'est à Lubumbashi. Maïko, ça veut dire, bon, il y a de l'eau, c'est du Kiswahili. Mais ce qui est drôle, c'est que le Kiswahili, qui était une langue véhiculaire, s'est imposé comme une langue vernaculaire, et en particulier aux dépens des différentes variantes de langue Luba qu'il y avait sur place. Ce qu'on voit en bleu, Kabongo, numéro 3, l'adresse au numéro 3 de l'avenue Kabongo. Kabongo qui était Luba, cette langue-là se parle de moins en moins à Lubumbashi, et le français lui-même qui peut rester, mais on a oublié avenue. Et c'est pas anodin que dans la toponymie populaire, quand on marche et ça, on ne va pas mettre rue, on ne va pas mettre avenue. Kabongo numéro 3. Cette rue de la Quebrada, elle reprend le toponyme officiel. C'est un village qui n'avait pas d'affichage. Les habitants ont simplement mis une plaque de fer avec le nom officiel de la rue, et ils ont même repris en dessous, B3, je crois, le codage officiel, le codage administratif. Donc ils ne sont pas en opposition par rapport aux autorités, mais en même temps c'est un acte politique. C'est-à-dire, vous nous avez oubliés, on le fait pour nous, on intervient sur d'autres espaces. S'il y avait un manque, on le donne à voir. C'est aussi une forme de langue politique. Je poursuis ma quête, courant sur ma tête. Moi je fais que du lourd, mon rap prend de l'alter. Fais le tour de la terre pour te faire taire. Ne recherche pas la guerre, sinon te fera la peau. Vas-y répands-toi, sinon tu rien à faire. Un négro, non c'est mon air, le jack dans mon verre. On va tourner ça négro, dans la place y'a que des go. Dans le game y'a pas mon égal, le rap je les vois comme des dos. Ta meuf n'a pas de lolo, Tarba faut pas me déranger. Ici je fais que du boulot, hey bon ça t'a tout mangé. Et puis tu vas la follow.
et puis tu vas la follow. PKD c'est mon chega. 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 انكر براوائي دقني تنرتين إيماني ترحاني Je vis dans mon check au calme, y'a des mousseaux mais fuis mes charmes. Nego toi tu veux que des tisbés. PK tu vas quitter. Khalas on est OP wesh match. Je vais vous taquiner. Avec mon flow je vais vous allumer. Tic tac monnaie assoné. Akuta zedar wurte la chilani kullu no one susumang. Nego toi tu fais que parler. Comme d'habitude on a filé. Mais sache que je suis pas calé. Numéro 10 je suis pélé. T'as rendu ma vie dans sa télé. Le même jour elle m'a pélé. Quel surubab tu vas casser. En bosse toi tu fais que coucher. Dans le check on va danser. C'est ça on a vie de chiller. Avec les gars ça va cramer. PKD c'est mon chega. 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 PKD c'est mon chega.